Eh bien, bonjour Éric Fontenot, Oui, ravi de nous accueillir bonjour Alice. dans votre atelier. Oui. Quelle chance. Et moi, je suis très content que vous ayez fait la route des Sables d'Olonne jusqu'à Nantes, Voilà, n'est-ce pas? vraiment ravi. Oui, moi, très curieux, je commence, ça vient comme ça. Oui. Beaucoup d'œuvres en cours. Ah ben, il y a un certain nombre de pièces qui sont exposées ici, qui sont en maturation, on va dire, avant exposition. Donc il y a par exemple ces pièces-ci, qui sont 3 pièces que j'ai choisies pour vous aujourd'hui, mais je suis en train d'en faire un ensemble de 7 pour les présenter ensemble dans une petite alcôve, dans une galerie en Suisse. D'accord. Voilà. Avec une thématique peut-être plus précise, c'est une commande quelque part, une thématique? Oui, c'est lié à un petit musée de Berne, où il y a un certain nombre de poteries, de choses qui ont été trouvées, qui sont exposées. Et le commissaire d'exposition a décidé de faire une partie art contemporain. L'ensemble va constituer une sorte de vision en bidimension de ce qui est normalement tridimensionnel. Là, ce sont des dessins qui ne sont pas récents, ils ont été faits il y a 2 ans pour l'Institut français d'Alger. En fait, j'ai fait une exposition en Algérie et j'ai traité le thème bien sûr des objets, mais aussi le thème du port. Alors, on a là un paquebot et on a là une barque qui est occupée par des personnes. On peut faire la relation avec l'actualité malheureuse, mais ces dessins ont été faits à cette occasion-là. Et je dirais que sur le plan technique, c'est un traitement très très contrasté, noir-blanc, un peu comme la ville d'Alger est très contrastée, les façades sont blanches, le soleil donne très fort et donc les ombres par conséquent sont aussi très noires, très, très sombres. D'ailleurs, oui, ce noir qui est partout, il vient d'où? C'est une pierre? Comment tu travailles avec ce? Quel outil tu utilises pour travailler ces noirs? Voilà, ça s'appelle la pierre noire. Pierre noire. Pierre noire, c'est une sorte de pastel et je le frotte d'une certaine façon pour qu'à un moment donné il poudroie et qu'il donne cet aspect velouté, c'est-à-dire c'est pas un noir froid comme peut être par exemple la peinture acrylique. On a un noir mais qui est froid, alors que là c'est un noir dans lequel on rentre, il est velouté comme un textile un petit peu. Oui, d'accord. Tu as fait cette image du tissu. Oui, et c'est le support qui apporte aussi cette... si on faisait cette même technique sur une toile, par exemple, sur une toile tendue sur châssis, comme une toile de peintre, on n'aurait pas ça. Mais là, c'est le papier qui absorbe le noir, qui lui donne une certaine profondeur et qui restitue ce côté velouté. Alors c'est un papier que tu travailles toi-même? Oui, c'est ce qu'on appelle un papier arche. C'est un joli papier qui est très costaud et qui peut être manipulé, qui peut être mouillé, qui peut être tendu, qui peut être chahuté un petit peu. Et j'aime bien, avant de dessiner, avoir un rapport un peu physique avec le support, c'est-à-dire avec la feuille de papier, et après je dessine d'autant plus facilement dessus. Oui, c'est ça, le support lui-même est chargé d'histoire, et en même temps, si vous voulez, comme il n'est plus vierge, il a lui-même une qualité déjà, et cette qualité-là, avec l'impression noire qui est faite après, ressort. Et ça lui donne ce côté chaleureux, quoi. C'est un thème qui appelle un petit peu à un traitement particulier. On n'est pas dans une affiche, là. On n'est pas dans un traitement, je dirais, sérigraphique, superficiel, purement iconique. On est dans un rapport plus d'intimité, quoi. Oui, d'accord. Est-ce que moi je ne sais pas à quoi ça ressemble une pierre noire? Est-ce que tu as de quoi nous montrer ici? Oui, je peux montrer. Un caillou, tu vois. Une pierre noire, c'est une sorte de petit segment comme ça, qui est une sorte de pastel, de pigment, et qui est très compressé un petit peu comme un bloc de sucre.
Et comme c'est un petit bloc de pigments, eh bien, c'est que du noir, uniquement du noir. Et donc, tu travailles directement avec ou tu vas le travailler avec les doigts Non, directement avec. Mais c'est vrai qu'une fois qu'il a été travaillé sur le papier, je ponce un peu, je travaille pour justement qu'il arrive à devenir velouté. Car il ne l'est pas tout à fait au départ. Ok, d'accord. Donc on peut continuer un petit peu du coup. Oui, bien sûr. Tu vois, alors cette thématique des arbres qu'on avait beaucoup. On va regarder ça. L'exposition des sables de l'homme. J'ai fait des dessins comme ça, beaucoup pour l'espace qui s'appelle la Garenne-le-Mont, la villa de la Garenne-le-Mont, qui est une super villa italienne, un peu palacienne, et qui est située à Clisson. Dans le vignoble, et c'est un endroit absolument splendide. Je présente rarement un dessin encadré comme ça, c'est plutôt une juxtaposition, comme au musée des Sables d'Olonne, une juxtaposition de dessins qui donne en fait l'image d'un grand tableau constitué en mosaïque en quelque sorte d'un certain nombre d'arbres ou de paysages. J'ai beaucoup aimé carte blanche, c'est ça. Je suis un peu curieuse du coup. Est-ce que tu en as en cours là? Parce que là j'en vois pas trop. Mais... Alors là, dans cet espace-là, il n'y a pas de carte blanche. Je peux peut-être montrer des choses... Inédites? Oui, des plantes, oui, qui sont faites avec la technique de la carte blanche. On peut peut-être regarder quelques éléments. Voilà, par exemple. Voilà, c'est une sorte de pointillisme. Alors, cette série s'appelle Botanica, c'est-à-dire botanique. Et donc, on voit un iris et qui est légèrement en relief. On peut voir avec les différents éclairages que ça se joue. Alors, c'est l'inverse de ce que je montrais avant, des dessins noirs, puisque là, on est dans des dessins blancs, ou presque blancs. Et donc, ce sont les petites perçages ou piercings que l'on peut voir ici, qui créent le motif. Voilà. Là, il y a un peu de couleur. Il y a un peu de couleur, oui. Beaucoup, absolument. On en voit de plus en plus. Tu voudrais mettre de la couleur? Oui. Mettre un petit peu de bleu pour souligner les formes, des choses comme ça. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez l'éclairage pendant que nous parlons a changé. Là, par exemple, le soleil est parti, couvert par un nuage, et donc là, on voit très bien ce que l'on verrait dans une galerie, c'est-à-dire le motif ressortir du papier comme ça, un petit peu de façon sensible, un petit peu de façon braille. J'ai fait une expo au Centre Pompidou, et la règle du jeu, c'était que les visiteurs puissent les toucher. L'idée de travailler le blanc et l'idée du braille est très très proche de ce travail-là. Pareil, ça ressemble. Alors, je continue un peu là-dessus puisque j'adore et que ça me fascine. Là, c'est le chemin, le vie d'une feuille. C'est l'histoire de la feuille, c'est sa vie. Et pareil dans la carte, tu as à cœur de redonner tout ce trajet de la montagne, toute cette vie, plus ou moins subtile, effacée ou plus ou moins. Et c'est là où tu travailles, toi, avec le point de vue. C'est-à-dire que c'est le plaisir de suivre une rivière, de suivre une colline, qui va déboucher sur un bosquet. En faisant l'île-dieu sur papier, je mettais à peu près le même temps que de le faire à pied en vrai. C'est-à-dire qu'au fond, chaque petit trou pour la représenter, l'île, disons, correspond à un pas. Et quand on fait le tour de l'île, on peut le faire dans la journée. Et je peux, en dessinant aussi, arriver à représenter l'île dans la journée. Donc il y a ce rapport très ténu entre le pas et le piquage. Voilà. Et c'est ce type de correspondance que je trouve assez agréable et un peu magique quelque part. Merci beaucoup. Fait voyager, ça fait rêver. Bon, alors merci. C'est fait pour. Génial. Quelque chose là que tu as envie de partager avec nous? Quelque chose que je pourrais vous faire voir. Incroyable. Inédit.
Alors, peut-être ce dessin-là, qui est un dessin que je fais pour une amie. Voilà. Qui est là. C'est une impression quand même avec 2 taches noires comme ça. Et puis juste un petit point blanc au milieu. Et c'est un peu la matrice pour que je vienne travailler dessus maintenant. C'est-à-dire que c'est en quelque sorte le fond et un peu une sorte d'image mentale. Et dessus, maintenant, je vais venir blanchir certaines zones. Je vais venir travailler pour faire ressortir les formes, un peu comme on a ici sur ce dessin-là, où il y a un travail de fond et puis un travail d'impression, puis un travail de mise en place de petites taches blanches comme ça, qui viennent donner du relief à l'ensemble, comme s'il s'agissait en effet d'une montagne enneigée et éclairée par le côté. Voilà, donc j'aime bien ce rapport, un peu qu'on a là aussi, entre un dessin qui serait une sorte de trame, ce qu'on appelle en musique sombre, je crois on dit, c'est-à-dire qu'il y a une basse comme ça, et sur lequel les petites notes de piano vont venir s'inscrire, etc. Et là, c'est un petit peu la correspondance ou l'équivalent des petites notes de piano qui viennent créer des petits archipels de formes comme ça. C'est des temps de souffle et de silence, et puis un peu d'aigu. Voilà. Ces contrastes, toujours ce rapport. Voilà, c'est des petits éclats, des petits éclats de lumière ou comme des petits éclats de verre qui viennent sur une sorte de toile filigranée en quelque sorte. Et ça, alors sans aucune comparaison, mais en musique, c'est ce que j'aime beaucoup, en écoutant Jean-Sébastien Bach, où on a notamment les suites Goldberg, les choses comme ça, où on a une espèce de musique qui vient perler en quelque sorte, comme des petits éclats de joie, et des éclats de fée, de luminosité, sur une espèce de trame générale harmonique. Et ça, je trouve ça très très beau. Et d'ailleurs, j'écoute beaucoup ce genre de musique sur le travail que je fais de carte blanche, parce que c'est une musique qui est baroque et donc qui a des volutes comme ça successives et qui nous entraîne en fait vers un état un petit peu planant dont on parlait tout à l'heure avec l'art japonais. Hein, et quand on est dans cet état-là, alors en effet on est dans un monde un peu privilégié où on peut chercher des harmonies et on ressent ce qu'il faut faire. Vraiment. Oui. On ne cherche pas les idées parce qu'elles viennent toutes seules. Et ça, c'est un état, quand on fait du yoga ou quand on fait des choses comme ça, on sait ce que cela veut dire. Oui. Tu arrives à faire plusieurs choses. Oui. Voilà. Oui. En général, tu n'es pas obligé d'en avoir une, de la finir. Oui, voilà. Tu ne dis pas, tu ne te focalises pas sur une œuvre et tu vas peut-être en avoir combien là en cours 3, 4 Oui, voilà. Tu as besoin de ça? Oui. Un petit peu, de pouvoir passer à quelque chose d'autre que de figer ta vie. Oui, c'est bien senti. C'est le besoin parfois de se détacher de quelque chose, prendre une distance pour la laisser de nouveau se faire désirer. Hein. C'est la part d'éros qu'il y a dans le travail érotique, c'est dans le travail artistique, je fais un lapsus, qui est érotique par définition, puisqu'il joue sur le besoin, le désir, et donc une feuille de dessin, comme je vous disais tout à l'heure, qui se prépare, qui se colore, qui peut même se plier, se marbrer, eh bien la feuille elle se fait désirer vraiment. Et à un moment donné, on est prêt et la feuille est prête aussi. Et c'est ça qui crée des moments heureux. Hein, et des moments où on peut en effet se sentir tellement bien qu'on arrive à créer un peu, en sachant très bien qu'on ne crée jamais vraiment, mais qu'au moins je pense qu'en art on n'invente jamais, on ne crée jamais, et par contre on arrive à révéler des choses dans ce qu'on appelle plus généralement la création. Il prend une petite place dans ça, et c'est déjà pas mal. C'est super. Oui. Donc, est-ce que
est-ce que c'est le chemin dans ce que tu fais? Est-ce que c'est tout le travail, ce chemin que tu prends dans la matière, à travailler, à découvrir ces reliefs, etc., qui te plaît? Ou c'est le résultat? Voilà, tu as une idée précise, tu veux ça, et c'est le résultat qui est le plus important pour toi? Ou c'est peut-être les deux? Ou c'est juste ton travail? Est-ce que il y a ce chemin, comme tu disais, là, avec les dieux, c'est tout ce petit chemin du point qui correspond à un pas où je me vois voyager quelque part sur les dieux? Est-ce que c'est ça? C'est ce voyage-là que tu apprécies le plus quand tu crées, quand tu es lancé dans une œuvre? Ou c'est non, voilà, j'ai une idée précise, c'est ça, et je veux y arriver. Voilà. Oui, alors les deux sont importants, mais c'est évident que maintenant, enfin, j'ai fait pas mal d'expos, je me rends compte que c'est vraiment le chemin pour arriver aux choses qui est important, alors que il y a une satisfaction à avoir un travail achevé, mais qui est toujours moindre que la satisfaction d'avoir pu le faire par des chemins divers et variés qui parfois sont tortueux, parfois ils ne sont pas évidents, on n'y arrive pas facilement, et parfois, au contraire, le chemin est assez direct, assez court et intense. Donc c'est cette chose-là qui compte, un petit peu comme dans les légendes, je ne sais plus quelle histoire, où il faut trouver un trésor dans un champ, et en fait les enfants labourent pour trouver où est le trésor du grand-père, et qu'en fait ils ne le trouvent pas, et ils viennent voir le grand-père. Le grand-père dit mais vous avez labouré l'ensemble, c'est ça qui compte, le trésor c'est ça. Et je pense que c'est ça un petit peu, c'est toute cette énergie qui est mise en œuvre, qui finit par déboucher sur une réalisation, mais a fortiori, quand on a fait tout ce chemin-là, on se rend bien compte que c'est cette énergie-là qui compte, quoi. Et du coup, est-ce qu'il y a de la place pour la surprise quand tu parles dans des œuvres aussi quand même techniques, aussi précises? Je veux dire, tu as un référentiel, souvent c'est des cartes, des choses comme ça. Est-ce que du coup, il y a de la place à tiens, cette tache de blanc, elle me plaît, elle vient là, je sais pas. Est-ce que parfois il y a un peu tu laisses un peu faire ta main et tu laisses l'idée, ou pas du tout, ou je te dis n'importe quoi, il y a une erreur, une tache de blanc qui n'est pas prévue et tu la laisses parce que mais elle a toute sa présence là. Est-ce qu'il y a un peu cette liberté-là? Parce que c'est très très détaillé, c'est très précis, je veux dire. Tu te bases sur des photos que tu prends, après sur des cartes. Est-ce qu'il y a cette part-là quand même? Alors, moi je pense que, je pense dans mon cas précis, la méthode est très importante. C'est-à-dire que, en fait, je travaille d'autant plus librement en improvisant un certain nombre de choses que la préparation a été importante, méthodique et sûre. C'est-à-dire que moi, je ne me lance jamais directement sur un support. Je sais ce que je vais faire, mais ce que je vais faire, c'est souvent un temps de maturation qui est assez long. Par exemple, j'ai ici des classeurs où je classe un certain nombre de documents qui m'intéressent, auxquels je ne ferai peut-être jamais appel, mais quand je feuillette tous ces documents, tout à coup, pour une exposition, je tombe sur un document en disant ce sera celui-là, le numéro 18, le 19, etc., mais pas les autres, etc. Et donc, il y a un temps très important avant de passer à l'acte plastique en lui-même. Bon, dans l'acte plastique, on est d'autant plus libre que on sait où on va. Un peu comme le comédien qui doit apprendre son texte par cœur pour pouvoir se faire plaisir à interpréter comme il veut, quoi. Donc il ne connaît pas son texte, il va pas s'amuser, il va chercher les mots, etc. Et donc, ta matière, c'est ça, c'est tout ce travail de recherche que tu vas vraiment au bout d'un moment trouver relié, et qui va te permettre après toi de t'amuser, te laisser vraiment... Ça. Là, ta liberté est là, en fait. Oui. Okay. Il faut qu'il y ait un élément structurant, un élément de composition qui se prépare, et après, je dirais, c'est un peu comme faire la cuisine. Si on a vraiment tous ces éléments, on va pouvoir jeter quelques petits gestes qui vont faire la différence. Mais si on doit chercher ces éléments partout, etc., on n'y arrive pas. En art plastique, c'est pareil. Ok.
Donc là, on se trouve en dessous de cette partie aménagée dédiée à la création. Là, on est dans une partie où tu as plus montré déjà des œuvres achevées. Oui. Influence japonaise dans l'art, Oui. dans le noir, ces contrastes de noir justement. Oui. C'est très présent. Oui, alors, et le bleu aussi est très présent dans l'art japonais. Moi, j'aime beaucoup les estampes de Hokusai ou de Hiroshige. C'est vrai que c'est des summums de composition avec finalement assez peu de couleurs. Peut-être parler un petit peu de celle-ci, qui est d'une série qui s'appelle Aquarium. Donc, ce sont des petites taches de couleurs qui évoquent peut-être comme des oursins, des anémones, des éléments comme ça qui sont regroupés dans les fonds marins. Et alors, c'est traité de deux façons, c'est-à-dire soit comme je disais tout à l'heure pour le noir, c'est-à-dire en impression comme ça, en frottage pour qu'on rentre dans le papier comme ça, ou alors comme cette partie-là où ce sont des petits points successifs qui évoquent une sorte d'oursin. Et en fait, c'est un piquage, c'est-à-dire je pique dans un sens et dans l'autre sens. C'est l'avantage de travailler sur papier, parce que sur toile, c'est moins facile à faire, mais sur papier, on peut perforer le papier. Oui. C'est ce qui se donne ce relief, cette dimension, encore une fois. Et là, il y a un peu les deux techniques, du coup. Oui, il y a les deux techniques ensemble. Oui. Et toujours avec un papier, enfin un support, toujours avec l'arche. Oui, c'est du papier arche, et qui a été ancré. Ça veut dire que toutes ces taches-là sont des taches qui sont antérieures aux taches de couleur. C'est-à-dire que le papier est travaillé d'abord avec de l'encre de Chine, et une fois qu'il est travaillé, il a absorbé cette encre, et donc je travaille après dessus en coloration ou en piquage. D'accord, superbe, ça donne vraiment cette profondeur, justement, on est dans les fonds marins, quoi. Oui, et puis il y a un côté micro-méga, c'est-à-dire il y a une multiplication des motifs comme ça, et puis il y a un grossissement, comme si c'était des sortes d'éléments mobiles qui venaient finalement se superposer à l'ensemble coloré, et qui bougeaient un peu comme des petites méduses bleutées qui passent au-dessus. Et je rebondis parce qu'il y a encore de la couleur. Sur ce diptyque, c'est voulu, c'est un diptyque. Oui, c'est un diptyque. Pareil, là, on a du vert, on reste dans le monde de l'eau. Oui. Donc ce sont des nénuphars qui sont traités un petit peu, non pas de façon purement réaliste, mais de façon comme si le nénuphar était étudié comme sur une planche botanique, où le nénuphar, on le voit du dessus, on le voit de profil, on le voit non achevé, en transparence, c'est-à-dire qu'au travers du nénuphar, on voit le fond. Donc, c'est pas tout à fait réaliste. C'est un peu comme si je me promenais en coloration sur un dessin, et que je retenais un petit peu mon envie de peinture pour laisser jouer la transparence, alors qu'un nénuphar, c'est très opaque. Mais ça permet de faire vivre le fond au travers des nénuphars eux-mêmes, tout comme quand on regarde la surface de l'eau, eh bien on voit jouer le fond de l'eau. Et d'ailleurs, il y a une pièce au Sable d'Olonne en ce moment au musée qui représente justement un rond dans l'eau seulement, et on voit le rond qui se déforme, et on voit le fond de l'eau qui remonte dans la forme du rond. Alors j'aime bien cette idée-là, interaction entre le fond et la forme. Super, merci beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Alors elles sont en immense, je ne sais pas combien, 7 mètres au Sable d'Olonne, ça me croit. Donc ça m'a beaucoup plu. Bon, bien sûr, pour moi les ailes c'est le voyage, bien entendu. Après il y a le côté un peu féerique pour moi, le côté fée. Pareil, cette trace, ce petit chemin qui a toujours ces lignes. Pour moi, cette trace, ce chemin, ce voyage, même j'en parle beaucoup, mais dans votre travail, le chemin, l'outil. Et là, en plus, on fait un zoom sur l'aile, c'est comme si elle a voyagé, mais en plus, on arrive sur un autre monde qui est toutes ces cartes avec un autre monde qui apparaît.
Oui, parce que dans les ailes, les ailes, souvent quand on les regarde, elles réfléchissent la réalité. C'est-à-dire un peu comme des petits miroirs, des petites cellules miroirs qui réfléchissent les irisations du soleil, et on pourrait presque se mirer dedans. Et du coup, ça m'a fait penser, tous ces réseaux de formes, à des cartes, des plans. Et donc j'ai intégré dans l'aile elle-même des cartographies comme ça avec des éléments montagneux, des éléments plus de plaine et puis des éléments un peu vides avec des chiffres simplement qui correspondent à des profondeurs d'eau. Et donc c'est comme si l'aile de la libellule réfléchissait peut-être l'endroit qu'elle survole en quelque sorte. Et comme on sait, la libellule peut faire du surplace, elle peut voler en avant comme ça, elle peut faire du surplace et donc capter comme panneaux solaires, capter les ondes, capter les reflets, ça doit vous toucher l'idée des ondes, non? On en a parlé tout à l'heure, les fréquences et tout ça, et en même temps, la libellule qui a une curiosité extrême puisque c'est le seul insecte qui peut voler à reculons. Voilà, elle a 4 ailes comme ça, et donc elle peut voler à reculons, et donc c'est un animal assez mystérieux, et ça aussi c'est important quand on choisit un thème artistique, le choisir aussi pour ses qualités propres. Par exemple, la libellule, dans le langage français, c'est un animal qu'on aime, qu'on adore, que les hommes ont identifié à la femme. On les appelle les demoiselles. Hein. Les demoiselles, ce sont les libellules, on trouve ça dans tous les livres de botanique, alors que les anglo-saxons les appellent les dragonflies, les dragons volants. Et donc là, il y a une connotation beaucoup plus cruelle. Et d'ailleurs, les samouraïs au Japon, les Japonais qui adorent les libellules, les utilisent de plein de façons différentes. Par exemple, les samouraïs, sur leur casque, ils portaient souvent une libellule dessinée, donc comme un dragon, comme la violence. Hein. Et alors qu'à l'opposé, il y a des jeux chez les enfants japonais qui consistent à prendre des baguettes, aller sur les bords des étangs et de rapporter le plus de libellules possible sur la baguette, puisque les libellules se posent, et il faut essayer de faire se poser le plus de libellules possible et les ramener au professeur qui est là. Et là, j'ai 4 libellules, ou 2 libellules, ou 8 libellules, etc. Donc vous voyez, la libellule, c'est bien plus que des ailes, c'est un animal mystérieux, porteur de violence ou de douceur. Superbe. J'allais dire, en Asie, c'est aussi le symbole de la joie, happiness. Happiness. Happiness, voilà, joie, bonheur. Libellule, dragonfly. Oui. Voilà. Oui, c'est absolument intéressant, tout ce qu'on appelle la polysémie, quoi. C'est-à-dire les sens divers et variés. Voilà. Qui font toute la richesse et encore une fois la profondeur de l'œuvre. Du thème. Du thème. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci. Caméraman de folie incroyable, petit quand même, un peu intimidé, mais bon. C'est une première, peut-être pas une première d'ailleurs pour Alice, mais en fait j'espère que mon atelier aura été un tout petit peu le pays des merveilles. Ah.